Bienvenue dans ce nouveau Zoom pour une émission aujourd'hui philosophique, disons, puisqu'il va être question de Nietzsche, mais pas seulement philosophique, puisqu'il va être question de Nietzsche et de l'Europe, donc d'une dimension géostratégique, d'une dimension civilisationnelle qui excède le seul plan de la philosophie, même si évidemment elle sera au cœur de notre conversation avec Pierre Le Vigan. Bonjour Pierre Le Vigan. Bonjour Rémi Soulier. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes essayiste, vous avez publié un très grand nombre d'articles dans un grand nombre de revues. Je me contenterai de signaler le dernier, à ma connaissance en tout cas, le dernier article qui est en fait un entretien que vous avez eu à propos d'un de vos ouvrages dont on va parler dans la revue Crisis, qui vient de paraître, c'est le dernier numéro consacré à la philosophie. Et vous y entretenez précisément de votre avant-dernier ouvrage, dont je signale également la parution et que je montre aux téléspectateurs, Comprendre les philosophes, c'est aux éditions du Alpha, où vous analysez en chapitres très incisifs et très percutant et très juste les grands noms, enfin en tout cas la plupart, oui, des grands noms de la philosophie et de la pensée occidentale. Alors aujourd'hui, Pierre Le Vigan, je vous reçois pour votre dernier ouvrage, Nietzsche et l'Europe. J'ai déjà cité son titre, que vous venez de publier aux éditions Perspectives libres de Pierre-Yves Rougeron, que connaissent bien les téléspectateurs de TV Liberté. Alors, Pierre Le Vigan, Nietzsche, lorsque l'on en parle, effectivement, on a l'image d'un philosophe non pas tant allemand, parce que lui-même avait peut-être quelques difficultés avec son propre pays, en tout cas avec l'idée nationaliste, et peut-être s'est-il montré un peu distant, mais immédiatement on a l'image effectivement d'un philosophe européen, parce qu'essentiellement il regarde vers la Grèce, il s'intéresse à la France, il s'intéresse à l'Angleterre, il a une vision européenne. Quel est ce regard très, très, très général que porte Nietzsche sur l'Europe? Est-ce que c'est son horizon premier, l'Europe, ou est-ce que ça ne vient qu'après, après l'Allemagne? Pourquoi cette association de Nietzsche, délibérée d'ailleurs chez lui, puisqu'il se dit explicitement bon européen, européen? Qu'est-ce qui explique cette attirance? Alors effectivement, je suis parti de cette expression de Nietzsche qui dit « nous autres, bons Européens ». Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que Nietzsche entend par être bon Européen ou devenir bon Européen, puisqu'on sait que Nietzsche est plus dans le registre du devenir que dans le registre des philosophies de l'être. Bien sûr. Alors, en l'occurrence, être européen, selon Nietzsche, c'est dépasser les nationalismes. Alors, Nietzsche est hostile au nationalisme des différents pays d'Europe. Il est surtout très hostile au nationalisme de son pays, c'est-à-dire au nationalisme allemand. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour lui, cela va avec la bureaucratie, beaucoup plus largement avec les sociétés de masse, les démocraties de masse. Et pour lui, les démocraties de masse ont comme principal inconvénient d'être des démocraties qui ramènent tout vers le bas, qui ne proposent pas de servir les valeurs aristocratiques, mais au contraire de servir les valeurs les plus basses. Donc Nietzsche est anti-moderne et il pense que la modernité, c'est précisément servir les valeurs les plus basses, les valeurs non aristocratiques. Donc pour Nietzsche, être un bon Européen, c'est d'abord être un anti-moderne. C'est d'abord critiquer la modernité. Alors le rapport de Nietzsche à l'Europe est complexe parce qu'il pense que l'un des intérêts, malgré tout, de cette tendance qu'il estime inexorable à l'entrée de l'Europe dans la modernité, c'est que peut-être l'Europe va s'unifier sous la forme en quelque sorte de cantons, un petit peu comme la Suisse. Alors il voit des aspects positifs à cette unification et dans le même temps, il voit aussi des aspects inquiétants. Les aspects inquiétants, c'est que finalement, cette unification, alors certes, permettra de sortir des névroses nationales, pour reprendre le terme même de Nietzsche, et donc des nationalismes belligènes en Europe. L'aspect beaucoup moins séduisant pour Nietzsche, c'est l'aspect massificateur, bureaucratique,
entre guillemets, petit fonctionnaire que Nietzsche avait en horreur, et il fait un parallèle d'ailleurs avec des propos de Baudelaire sur les habits mesquins du petit fonctionnaire prussien. Mais on pourrait aussi appliquer cela aux petits fonctionnaires parisiens de Napoléon III ou des débuts de la Troisième République, bien entendu. Bien entendu. Et Nietzsche est également un voyageur européen. Hein. C'est quelqu'un qui va en France, c'est dans le sud de la France en particulier. Il est en quête du sud de l'Europe, en Italie, Naples. C'est un homme qui va chercher le soleil du sud aussi. Donc il y a une géographie de l'Europe qui est presque une géographie spirituelle. Quand il évoque l'Europe, est-ce que c'est une façon pour lui d'aller vers de retrouver une forme de soleil grec ? Je veux dire par là, est-ce que dans son Europe, la Grèce occupe une position centrale, ou bien, et avec tout son cortège évidemment dionysiaque, apollinien, qui sont de très hautes figures du panthéon européen, est-ce que c'est aussi cette direction qu'il suit Nietzsche dans cette évasion hors du monde allemand, hors du monde prussien, hors du monde germanique ? Oui, alors il y a une géopoétique de Nietzsche. Il se trouve que la première époque de Nietzsche, c'est l'époque où il est séduit par Wagner et par le romantisme allemand. On pourrait presque dire que c'est un Nietzsche quelque peu nordiciste. Oui. Et plus les choses évoluent, plus alors on sait qu'il s'éloigne de Wagner pour insister sur Dionysos, sur le versant méditerranéen de l'Europe. Et effectivement, Nietzsche est un amoureux de la France. Alors, en termes littéraires, en termes géographiques, il ne connaît que certaines parties de la France, qui sont notamment Nice, notamment les parties les plus méditerranéennes. C'est aussi un amoureux de l'Italie, avec Gênes, mais aussi avec Naples, avec Sorrente, etc., avec l'Italie du Sud. Et c'est vrai que Nietzsche... Il y a aussi la Suisse, d'ailleurs. Hein, et alors la Suisse, bien sûr, Sils Maria. Puisqu'il est professeur à Bâle, et bien entendu, Sils Maria, Langadine, et donc effectivement... Nietzsche est européen en ce sens où il y a quelque chose dans son itinéraire d'une fuite de l'Allemagne. Hein. De même qu'il a passé une partie de sa vie à fuir sa sœur et sa mère, à propos desquelles il dit que ce sont les deux personnes qu'il a le plus détestées. Le lama, ainsi appelait-il sa sœur, alors ce qui certes n'est pas dépourvu d'une tonalité affectueuse, mais une affection mêlée de mépris. Mépris qui a cru quand sa sœur a épousé l'antisémite que l'on sait. Et il disait même également que le seul obstacle à sa théorie de l'éternel retour, disait-il Nietzsche, c'est de devoir retrouver sa mère et sa sœur. Enfin, il allait assez loin dans cette détestation. Et, évidemment, ça fait partie de son drame quand on sait qu'il a passé les 10 dernières années de sa vie avec sa mère, bien entendu. Donc il se trouve qu'effectivement, Nietzsche a fui en quelque sorte l'Allemagne pour aller chercher autre chose dans une partie de l'Europe qui est quand même surtout l'Europe du Sud. Voilà donc ce qu'il en est. Alors c'est vrai qu'il y a cette attirance pour la Grèce, qui est une attirance pour les deux versants de la Grèce, hein, le versant apollinien et le versant dionysiaque. Et Nietzsche balance en fonction des périodes de son écriture et de sa vie, bien entendu, entre la valorisation d'un volet et de l'autre, mais n'oublie jamais que aucun volet n'a de sens si on oublie l'autre. Et il y a un autre versant qui fascine Nietzsche, c'est, alors là nous éloignons de l'Europe, c'est le versant indien, ou hindou comme on disait à l'époque, et d'où l'hypothèse de Nietzsche d'un possible bouddhisme européen. Alors ce bouddhisme européen insisterait sur le côté dionysiaque. Alors le bouddhisme européen est analysé de manière ambivalente par Nietzsche. C'est une forme de nihilisme en un sens, parce que c'est une forme d'épuisement de l'énergie. Mais c'est aussi au sein même du nihilisme peut-être une façon de le surmonter en atteignant un certain équilibre qui tient à distance en quelque sorte les forces foisonnantes, nécessaires mais déstabilisantes aussi de Dionysos pour essayer de se maintenir sur une crête où Apollon et la sérénité apollinienne, la Gelassenheit dont parlera Heidegger, maîtriserait en quelque sorte le fauve
dionysiaque. Alors, il y a ce Nietzsche voyageur, ce Nietzsche européen au sens physique, hein, le voyageur. Oui, voilà, c'est vraiment le voyageur et son ombre. Exactement, le voyageur et son ombre, titre nietzschéen. Il y a le penseur, alors vous avez commencé à esquisser ce rejet, effectivement, des valeurs plébéiennes, démocratiques, cette quête d'une nouvelle aristocratie. Il y a aussi, et vous l'évoquez bien entendu dans votre Nietzsche et l'Europe, le Nietzsche de ce qu'il appelle la grande politique, puisqu'on est dans les grands espaces et puisqu'on est dans la grandeur avec Nietzsche. Quelle est-elle, cette grande politique? Que veut-il dire par là? Alors, la grande politique, en fait, chez Nietzsche, c'est l'unité de la vie et de la pensée. Hein, c'est somme toute la formule de Parménide. Être, c'est penser. La pensée et l'être, une seule chose. Donc, unité de la vie et de la pensée qui constitue en quelque sorte un style. Et la grande politique, c'est donc une politique qui inclut l'esthétique, qui inclut une certaine élégance. Alors ensuite, Nietzsche a été un peu plus loin hein, dans ses réflexions sur la grande politique. Il a parfois dit que l'Europe devrait s'unir. Alors là, il allait au-delà de l'unification qu'il voyait comme inexorable par le rouleau compresseur de la modernité, et dont il disait qu'à la fois elle aura un côté positif en évitant les guerres intra-européennes, mais un côté négatif en faisant peut-être dominer de manière peut-être durable et peut-être de manière infinie les valeurs plébéiennes, et là pour le coup c'est ce qui inquiétait Nietzsche. Il envisageait une autre forme d'unification de l'Europe face à la Russie, face à une agression russe, et ce qui évoque un peu certains débats d'actualité sur une pseudo d'ailleurs agression russe. Et pour le coup, Nietzsche tient des propos un peu surprenants où il pense que ce qui serait intéressant, c'est que si la Russie devenait vraiment menaçante vis-à-vis des pays d'Europe, ces pays pourraient s'unir face à la Russie et en finir avec leur méprisable opposition nationale. Donc il ne faut pas négliger chez Nietzsche un trait de son époque qui n'est pas le plus sympathique, si je peux me permettre une remarque subjective, hein, personnelle, si je puis dire, qui est une remarque qu'on trouvait aussi chez certains milieux de gauche, hein, y compris chez Marx, Marx avait ensuite nuancé cet antirussisme un peu primaire, qui a une sorte de mépris, assez curieux d'ailleurs, bien germanique, de la Russie. Alors, phénomène d'autant plus paradoxal que Nietzsche était souvent pris pour un slave. Puis il y a presque ce fantasme polonais, pourrait-on dire, hein, c'est encore plus nordique et oriental. Hein. Et tout à fait. Nietzsche était vraiment pris pour un slave, et finalement, il était contre les slaves, tout contre. C'est vraiment, là, on est toujours avec Nietzsche dans les paradoxes, hein, que ça soit par rapport aux slaves, que ça soit son rapport aux femmes, où il était contre les femmes, mais tout contre, enfin, voilà. Mais ça fait effectivement... c'est quelques sorties géopolitiques anti-russes qui sont tout de même un peu surprenantes compte tenu de la part européenne profonde de la Russie et de son apport incontestable à la culture européenne. Ça fait partie parfois des paradoxes de Nietzsche où il pense qu'une menace russe, quand bien même serait-elle fantasmée, permettrait à l'Europe de s'unir. Oui. Alors, il y a également dans la pensée de Nietzsche, et en lien avec l'Europe, évidemment, cet antidote au caractère plébéien, et donc cet antidote aristocratique que vous avez évoqué, qui s'incarne dans de grandes figures européenne et de l'histoire européenne. Vous évoquez Napoléon, vous évoquez Goethe également. Est-ce que c'est une façon pour Nietzsche de pointer du doigt? On pourrait évoquer également la Renaissance italienne et pourquoi pas même certains papes. Enfin, il va assez loin là-dessus. Enfin, les papes les moins catholiques, pourrait-on dire. Est-ce que c'est une façon pour lui de poser des jalons, des balises de ce que fut la grandeur de l'Europe et de ce qu'elle pourrait devenir? Autrement dit, est-ce qu'il y a dans le bon européen Nietzsche et dans le voyageur dans l'espace, certes, mais aussi dans le temps européen, est-ce qu'il y a dans cette grande politique et dans cette visée autour du
grand homme européen, une préparation de la figure de ce qu'il appellera lui-même le surhomme. Est-ce qu'on peut dire cela? Alors, Nietzsche, effectivement, essaye de trouver le surhomme dans l'histoire. Alors, il le trouve vraiment dans une histoire qui est très récente par rapport à son époque, celle de Napoléon Ier, c'est-à-dire 30 ans, 50 ans avant les écrits de Nietzsche. Effectivement, il la trouve aussi alors, chez des écrivains comme Stendhal, chez Heine, chez des figures artistiques. Il se trouve que effectivement, il a autant, curieusement, Nietzsche a pu critiquer les nationalismes européens, autant par exemple le nationalisme français sous Napoléon lui paraît une forme d'unification de l'Europe totalement souhaitable. C'est pourtant incontestablement une unification césarienne, et c'est aussi une unification qui a quelque chose à voir, il faut bien le dire, avec ce que Nietzsche critique par ailleurs comme la morale du troupeau, puisque c'est quand même un enrégimentement, un encamaradement, comme dirait Alain Finkielkraut, c'est tout de même une Europe des masses. Oui, dans la filiation de la Révolution française. Voilà, c'est tout de même une Europe des masses, alors certes sans l'anarchie de la Révolution française, pour le coup, oui. Avec l'idéal romain en perspective, mais ce n'est pas l'Europe de l'épanouissement de l'individu, oui. Des condottières de la Renaissance. Donc, alors, à la fois Nietzsche aime bien cette Europe des condottières de la Renaissance et cette tentative d'unification européenne, mais en fait sous domination française, qui n'est pas du tout une tentative d'unification égalitaire, que tente Napoléon Ier. Mais c'est vrai que la figure du surhumain fait que Nietzsche peut admettre, dans certains cas, la morale du troupeau. Il va même plus loin, Nietzsche va même plus loin. Il explique que finalement, c'est vrai que triomphera certainement la morale du troupeau, mais l'intérêt, c'est que dans le troupeau, il y aura sans doute des tyrans, et des tyrans au meilleur sens du terme, y compris, Nietzsche le dit en toutes lettres, y compris au sens le plus intellectuel du terme, c'est-à-dire des surhommes qui ne seront pas seulement des surhommes par leur force politique, par leur capacité à établir un pouvoir fort, qui serait une interprétation un petit peu triviale du surhomme. Ça peut être cela notamment, mais ce que pense Nietzsche, c'est que cela sera peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que cela sera peut-être aussi des surhommes au sens de la maîtrise intellectuelle, de la vision intellectuelle des hommes d'une puissance pensée à un stade supérieur, à un stade inégalé jusqu'ici. Des maîtres. Des maîtres, voilà, des maîtres. Au sens presque de maître spirituel. Une sorte de synthèse de Goethe au plan littéraire et de Napoléon au plan politique. Voilà. Nietzsche a également beaucoup d'admiration pour les moralistes français, puisqu'on a fait un petit tour évidemment très rapide dans les pays d'Europe et en Europe. Donc, on a évoqué Stendhal. Donc, Stendhal, c'est le versant de ce que Nietzsche appelle la psychologie. C'est le Stendhal psychologue. Mais c'est un lecteur des moralistes français du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il lui apporte en particulier dans son Europe, dans sa vision de l'Europe, singulièrement les moralistes français? C'est un style, là encore. Ce sont des perspectives, ce sont des propos, des sentences. En quoi se sont-ils proches d'eux? Que je puisse revenir à la vie en tant que Français, s'exclame Nietzsche. Ce qu'il semble admirer chez les Français, c'est leur capacité de clarté. Il écrit que un seul des 5 ou 6 grands moralistes français, La Rochefoucauld, Montaigne, Chamfort, etc., vaut tous les philosophes allemands réunis. Et tout de même, rappelons-nous que quand Nietzsche écrit, les philosophes allemands, il a eu Christian Wolff, il a eu, plus connu, Kant, il a eu Hegel, ce qui n'est pas rien, un tout petit peu avant Hegel, voire en même temps, il a eu Schelling, Fichte, tradition immense, qui est un philosophe très important. Ce n'est pas rien. Eh bien, Nietzsche écrit que tout cela réuni, ça ne vaut pas un Montaigne, ça ne vaut pas un La Rochefoucauld. Nietzsche adore la clarté et au-delà de ça, il adore, je crois, la synthèse entre l'apollinien et le dionysiaque, avec une dominante apollinienne, il faut bien le dire, qu'ont réussi, selon lui, et il a certainement raison dans son diagnostic, les philosophes français, surtout du XVIIe siècle. Voilà.
Alors, vous avez évoqué cette tradition philosophique dite de l'idéalisme allemand, en gros, enfin, donc les philosophes contemporains ou avant Nietzsche. Il y a un autre philosophe que vous évoquez, Pierre Le Vigan, dans votre ouvrage, qui est essentiel après Nietzsche, c'est Heidegger. Et vous consacrez une étude un chapitre au regard que l'un et l'autre ont porté sur cette notion cruciale, évidemment, aussi bien chez l'un que chez l'autre, qui est celle de nihilisme, qui est une manière de définir, évidemment, notre temps. Est-ce que vous pourriez, de manière évidemment très brève, très synthétique et le plus simplement possible, nous expliquer en quoi leur approche, pour le coup, diffère? Un diagnostic, le nihilisme, mais c'est quoi le nihilisme qui atteint éventuellement l'Europe, et comment le combattre? Oui, alors pour Nietzsche, le nihilisme, c'est l'oubli de la superficialité dont étaient capables les Grecs. La superficialité, c'est-à-dire le sens de l'action, le sens de la décision, la capacité de jouer sur les mots, la capacité des jeux de langage, la capacité finalement de la sophistique, la capacité du jeu de langage sophistique. Selon Heidegger, c'est le contraire. Le nihilisme, c'est justement le fait de rester dans ce jeu de puissance langagière et factuelle aussi, et de ne pas être à l'écoute de l'être. Or, pour Nietzsche, l'être n'existe pas. C'est une problématique qui n'a aucun intérêt pour Nietzsche. Il n'en parle jamais d'ailleurs de front, hein, il l'évite, il est latéral par rapport à cette problématique. C'est une fiction, pourrait-on dire. Voilà, c'est une fiction pour lui, c'est une fiction un petit peu comme l'humanité. Ouais. Et finalement, effectivement, ce qui compte pour Nietzsche, ce sont les forces en action, et d'où le fait que, même s'il y a eu beaucoup de malentendus, la volonté de puissance ou encore la volonté de volonté, c'est quand même bel et bien un thème nietzschéen, même si, bien entendu, les extraits qui ont été raccordés par la mauvaise couturière qui était sa sœur, ce sont néanmoins des extraits qui, pour la plupart, n'ont pas été totalement inventés, simplement oui. Ils ont été mis bout à bout, largement hors contexte. Oui, systématisé de manière indue. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un fond réel de recherche d'un thème moteur à la vie qui serait la volonté de volonté, voire la volonté de puissance. La volonté de puissance n'étant pas seulement physique, c'est aussi et surtout une volonté créatrice, une volonté de création artistique. Et il se trouve que pour Heidegger, la grande critique qu'il fait à Nietzsche, c'est de ne pas être à l'écoute de l'être, à l'écoute des présocratiques, et de rester sur des thèmes métaphysiques, comme cette volonté de puissance, ou la volonté qui n'est, selon Heidegger, que la suite de la volonté de vérité qui était celle de Platon. Et donc de rester dans la métaphysique qui irrigue, selon Heidegger, toute la philosophie occidentale depuis Platon inclus, hein, depuis Platon inclus. C'est pour cela que Heidegger ne veut sauver que les pré-socratiques, ce qui ne fait pas grand-chose dans l'histoire de la philosophie, nous en conviendrons. Bien sûr. Et en même temps, c'est très grand, hein, le poème de Parménide, les fragments d'Héraclite qu'il nous reste. Mais vous, Pierre Le Vigan, dans cette confrontation que vous menez entre Nietzsche et Heidegger, vous situez comment? Est-ce que vous avez un positionnement strict? Autrement dit, est-ce que vous prenez le parti de Nietzsche ou vous prenez le parti de Heidegger? Vous jugez la critique de Heidegger fondée ou pas du tout? Je crois que la critique de Heidegger n'est pas vraiment fondée, car cette critique a été faite essentiellement au temps du national-socialisme et a eu comme objectif, pas unique, hein, mais central peut-être, de vouloir dégager, à juste titre, Nietzsche de la récupération par le national-socialisme. Bien sûr que Heidegger avait raison, Nietzsche n'est pas du tout un pré-nazi. C'est clair, oui, mais il pouvait y avoir dans les années 30 une ambiguïté et il fallait le dire. Mais je pense que pour le coup, la critique de toutes les métaphysiques par Heidegger ne me convainc pas, parce que somme toute, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est quand même une métaphysique de l'être. Donc je pense qu'au fond, la critique que fait Heidegger de toutes les métaphysiques n'est pas très convaincante, parce que lui-même, en nous proposant cette écoute de l'être, il est convaincant au plan poétique, mais au plan strictement philosophique, il est difficile de ne pas lui rétorquer
qu'il revient tout simplement à une des métaphysiques premières. Et pourquoi pas? Je pense que la théorisation de la critique de toutes les métaphysiques est à mon avis, une impasse métaphysique dans laquelle Heidegger s'est engouffré lui-même, en fait. C'est une critique métaphysique de la métaphysique qui a épuisé en quelque sorte le dernier Heidegger. Et je pense que sur le fond, il faut lire Heidegger avec aussi peu d'esprit de système qu'il faut lire Nietzsche. Voilà ce que je dirais finalement par rapport à ce fameux débat Nietzsche-Heidegger. Très bien, merci beaucoup Pierre Le Vigan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Nietzsche et l'Europe, que vous trouverez sur la boutique de TV Liberté. J'espère que nous aurons réussi à vous faire voyager au cours de cette émission, voyager dans la pensée, puis voyager aussi dans l'espace et dans l'histoire de la civilisation européenne. Encore merci Pierre Le Vigan et à très bientôt. Merci Rémi Soulier.